Marie-Thérèse, c'est le chant de la libération que tu joues là? C'est le chant des Oui, partisans? c'est le chant de la libération. Ah oui. Dis-moi, demain il n'y a pas d'école. Non, Tu c'est l'as la- appris à l'école ce chant? Oui, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'école demain? parce que c'est la fête de la capitulation allemande de la poche de Lauria. Je vais te raconter un peu l'histoire de la famille et ça me fait très plaisir de te la raconter. Quand tu me demandes qui était Stanislas, on l'appelait Stanis. Stanislas, c'était trop long. Mais il faut savoir qu'il était marié à une fille de Guénin qui s'appelait Éléonore. Les deux prénoms, Stanislas et Éléonore, étaient des princes de Lorraine. Coïncidence. Le 17 juin 1940, la Wehrmacht pénètre en Bretagne par la ville de Fougères. Le 18 à La Reine, le lendemain à Brest. Des bombardements ont précédé l'arrivée de l'infanterie allemande, comme celui qui touche le quartier de la gare rennaise le 17 juin 1940. Entre 1600 et 2000 personnes sont tuées, sans compter les nombreux blessés. L'administration militaire des vainqueurs s'installe ensuite tranquillement. Pendant que les Feldkommandanturen remplacent les préfectures et que les Kriegskommandanturen s'installent en lieu et place des sous-préfectures. La Kriegsmarine prend possession des ports de Saint-Nazaire, Lorient et Brest, base hyper stratégique dans la bataille de l'Atlantique et le projet d'invasion du Royaume-Uni. Le 22 juin 1940, l'ensemble du département est contrôlé par des Allemands, alors que le gouvernement français signe l'armistice à Rotonde. Paris reprend son visage habituel. Les pavés rentrent dans le rang. Pourtant, 3 lettres sillonnent encore nos rues. 3 lettres qui restent comme la signature de ceux qui ont libéré la ville. F, F, I. D'où viennent ces 3 lettres désormais légendaires qui résonnent partout comme un coup de sifflet impératif et joyeux? F, F, I. L'épopée remonte aux jours sombres de la résistance clandestine. Le 1er février 1944, les principaux groupements militaires de la résistance intérieure française, comprenant l'AS, l'ORA et les FTP, se réunissent afin de former les Forces françaises de l'intérieur. Les FFI du Morbihan, sous le commandement de Paul Chenaillet, plus connu sous le pseudonyme de lieutenant-colonel Maurice, étaient basés à Saint-Marcel et comptaient 12 000 hommes prêts à être mobilisés. De plus, de nombreux civils bretons rejoignent volontairement la résistance, par attachement à leur région et en tant que riposte face au maltraitement allemand. Il a été éduqué dans le sens républicain, avec le respect, si tu veux, de l'autorité et puis des autres habitants qu'il y avait déjà dans la commune. Mais il adorait ça tellement que quand l'invasion allemande est venue, il s'est dit tout de suite, non, je ne peux pas rester, il faut que je m'engage dans les forces résistantes françaises, les FFI. Quand les Allemands sont arrivés pour envahir la Bretagne, tous les Bretons se sont ligués contre eux parce que ils le faisaient d'une façon qui n'était pas très... Parce que même dans la guerre, tu as des règles à respecter. Et donc, mon père n'a jamais tellement apprécié la façon dont il le faisait. Fusiller des gens, c'est pas... Normalement, tu as un procès, tu as un emprisonnement, tu as un jugement. Non, direct. C'était plus simple. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Entre 1940 et 1944, le 2e bataillon de la FFI, sous le commandement de Le Garec, a évolué à travers 3 phases distinctes. Dans la première phase, entre 1940 et 1942, des réseaux comme Hector et Action se sont concentrés sur le renseignement et la subversion, transmettant des informations aux Alliés tout en menant des actions de propagande. La deuxième phase, entre 1942 et 1943, a vu une intensification des actions de désorganisation et de sabotage,
visant particulièrement le trafic ferroviaire allemand, notamment à la gare d'Auray, avec des méthodes coordonnées pour limiter les représailles. Enfin, en 1944, la résistance a adopté des tactiques de harcèlement et de guérilla, organisant des attaques directes contre les troupes allemandes. Mon père étant parti s'engager dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI, ma mère le voyait beaucoup moins. Par contre, elle faisait des liaisons entre les résistants, puisqu'on les appelait comme ça, pour leur donner des situations soit de passage des Allemands, soit des largages d'armes. Et donc elle allait dire à un tel ou à un tel, puisqu'on avait dans le bas, près de la rivière du Pont, un monsieur qui était déjà dirigeant de commande de la résistance qui s'appelait monsieur Richard. Et monsieur Richard, c'était lui qui s'occupait de retransmettre ces éléments-là à d'autres gens qui étaient du côté de la côte, soit Erdeven, soit Penthièvre. Et c'est comme ça que les informations du déplacement des Allemands arrivaient aux Français qui étaient en résistance. Mon père a participé donc à la guerre comme ça, non pas en étant avoir un poste bien précis, mais en étant résistant. Cette résistance-là a fait capoter complètement, à terme, la maîtrise qu'avaient les Allemands de toute la Bretagne. Les Bretons étaient des gens très tenaces à leur région et ne supportaient pas que quelqu'un d'autre vienne les dominer sur cette région. Et donc ils se sont organisés pour. Je te donnerai tout à l'heure le témoignage de certaines gens qui sont après, pour savoir comment, si tu veux, ils le faisaient, mais c'était très malin, c'était très rusé, au péril de leur vie, bien sûr. Parce que quand ils se trouvaient avec des armes en face des Allemands, eux n'étaient pas armés comme les Allemands, certainement pas. Donc il fallait bien qu'ils se défendent autrement, c'est-à-dire par la ruse. C'est la ruse qui faisait qu'ils ont réussi à contrecarrer tout ce que les Allemands auraient voulu faire en Bretagne. Voilà. C'était, oui, il y a 20 ans. Et pour que les yeux de Marie-Thérèse et de tous les enfants de 1965 rient, pour que les lendemains chantent vraiment, ils étaient 12 000 maquisards, 12 000 résistants qui ont lutté pendant 10 mois dans cette poche de l'Orient jusqu'à la reddition des 24 569 soldats allemands qui disposaient pourtant d'un matériel et d'une artillerie largement supérieure à celle de la résistance. C'était quand même assez difficile pour lui d'en parler, parce que la guerre, c'est toujours un traumatisme. Et en plus, lui tuer des gens, ça n'avait jamais traversé son esprit, quoi. La seule chose qu'il a pu nous raconter, c'était qu'il avait volé le couteau avec un manche en os qui était très joli, le couteau d'un Allemand, en lui pointant le pistolet devant lui. C'est tout ce qu'il a fait comme mauvais exercice humainement, quoi. Humainement. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas participé du tout aux autres éléments de résistance, hein. Mais c'est la seule chose qu'il disait, et il en avait. Il dit voler un couteau, c'est pas bien. Mais il l'a gardé longtemps, très longtemps, comme un peu un trophée, quoi.